Ouais, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue déjà au Forum OSV et puis à cet atelier sur la maîtrise des risques liés à la TVA et comment bien facturer à l'international. Sujet intéressant et complexe. La majorité des entreprises reconnaissent l'importance de bien gérer la facturation de la TVA, surtout les sommes d'argent et potentiellement d'amendes liées. Et pourtant, ce n'est pas forcément le sujet, on va dire, prioritaire dans nos journées. Sujet important, mais pas toujours urgent. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Cédric Dalu de la société Mathèse Intracom, qui va faire un grand tour de tout ce qu'il faut savoir sur la TVA, la facturation, tout ce qui est lié aux situations très complexes entre l'entreposage, la livraison et les commandes. Donc, pour les personnes qui nous suivent à distance, vous avez sur Vimeo la petite case commentaires. Donc, vous pouvez nous poser des questions et on les traitera à la fin, car il y a une petite différence de 30 secondes entre le moment où nous on parle et vous voyez ce qu'on dit. Donc, sans attendre, on va dire bonjour à Cédric. Est-ce que ça va ce matin? Ça va, ça va. Merci à OSV de m'accueillir. C'est la deuxième fois que nous faisons une réunion, mais je crois qu'elle est plutôt bien appréciée parce que c'est vrai qu'on a une heure où, bon, moi j'ai une présentation à faire, mais il va falloir, on aura de l'échange et les questions que vous pouvez vous poser au quotidien. Et effectivement, Darine a très bien commenté la chose pour dire que c'est des sujets à risque pour les contrôles fiscaux. Et parfois, on fait des erreurs, mais sans trop le vouloir. Mais il y aura des sanctions, ils ont les outils pour contrôler et je vais vous montrer tout ça. Donc, du coup, je présente l'entreprise 5 minutes, même pas. C'est juste pour dire que Mathèse, nous sommes une entreprise familiale créée, on fête les 70 ans cette année. Et nous avons, à l'origine, nous sommes des déclarants douane. Mais je fais partie, moi, du pôle réglementaire qui a été créé en 1993 avec l'ouverture des frontières en Europe. Et c'est ce qui explique toute la problématique de TVA aujourd'hui. Le groupe Mathèse, on a 3 sociétés. Nous sommes tiers déclarants en déclaration d'échange de biens. Je vous présenterai ça brièvement, mais ce sont les déclarations douanières, parce que l'Europe, il n'existe plus de frontières, mais il faut continuer à faire des déclarations douanières, et je vous en parlerai. Mathèse Conseil Formation, c'est sur l'entreprise, la casquette que je peux avoir aujourd'hui, parce que je fais énormément de formations dans les entreprises et les cabinets comptables sur ces sujets-là, hein, évidemment. Et EasyTax, qui fait de la représentation fiscale, c'est notre société sœur. Et parfois, il faut facturer avec de la TVA étrangère, et c'est des choses, je suppose, que l'on va voir ce matin. Voilà, donc vous verrez les détails qui s'affichent à l'écran. Allez, la TVA, j'aime bien, avant d'expliquer les choses, vous dire, juste vous rappeler quelques fondamentaux et à quoi ça sert. Et alors la TVA, le petit clin d'œil, c'est une invention déjà française. Voilà. Et cette invention française a été et existe quasiment dans tous les pays du monde aujourd'hui. Quels sont les pays où il n'y a pas de TVA? Il y en a très très peu. J'allais dire, ce sont des pays qui n'ont pas besoin de recettes fiscales. Et les pays qui n'ont pas besoin de recettes fiscales, ce sont, j'avais coutume de dire, les monarchies pétrolières, ce qui est de moins en moins vrai, parce qu'eux aussi sont en train de prévoir l'avenir, les recettes du pétrole qui vont baisser. Et l'Arabie Saoudite, Dubaï, ça y est, s'est mis à la TVA il y a depuis quelques années. L'Arabie Saoudite l'a augmenté cette année de 5%, ils sont passés à 15% cet été. Et là où c'est extrêmement important, c'est que ça représente la moitié des recettes fiscales d'un État. Alors à force de le dire, je suis allé chercher dans le budget de l'État et parlons chiffres. Alors parlons chiffres, c'est juste là. Et ça, c'est les recettes fiscales de la France. Et vous voyez que la TVA est quelque chose d'extrêmement important et de très très loin la première recette après l'IR ou l'IS, quoi. Donc c'est essentiel pour les États. Alors du coup, ça c'est la France. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir les autres pays. Alors là, ceux qui étaient accessibles, hein, je suis allé voir la Belgique, et grosso modo, c'est à peu près pareil. Mais je suis sûr que les Allemands ou les Italiens, ce sera grosso modo dans ces grandes lignées aussi.
Et la TVA, les entreprises ne font que la collecter, parce que quand vous la facturez, vous l'encaissez, mais vous la reversez pour l'État. Donc qui, au final, paye la TVA? Ce sont les derniers de la chaîne, et c'est nous, en consommant, les consommateurs. L'idée, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Les États membres régulièrement se réunissent pour essayer de trouver des choses pour lutter contre la fraude qu'ils estiment à peu près. Alors, les dernières publications, c'était 180 milliards d'euros chez les 28 États membres chaque année qui partent. Et j'ai lu une publication la semaine dernière de 140 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière la fraude à la TVA? Il n'y a pas forcément que des fraudeurs. C'est des erreurs de taux. De 10, on passe à 20, de 20, on passe à 10. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié des recettes fiscales. Et après, c'est vrai que par erreur, on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a des cas parfois compliqués. Quand je facture un Français qui me dit de livrer à l'étranger ou inversement, je facture un Italien qui me dit de livrer en France. Et là, vous devez vous poser des questions de TVA. Et là, il faut bien réfléchir à si on doit mettre une TVA ou si on ne doit pas mettre, mais ça veut dire des recettes fiscales en moins pour l'État. Donc, il faut être vigilant. C'est des choses que je vous propose de voir dans cet atelier. Alors déjà, il faut se poser des questions. Est-ce que je vends des biens ou est-ce que je vends des services? Parce qu'après, il faut appliquer la règle d'exigibilité de la TVA et les règles de TVA selon les biens et les services. Et parfois, et je vous ai mis les logiciels, c'est pas innocent, quand je vends des logiciels ou j'achète des logiciels, j'achète des biens ou j'achète des services? Alors, je crois qu'il y a un éditeur de logiciel dans la pièce, donc il ne faut pas qu'il... Ne répondez pas, hein, parce que vous, la réponse, vous l'avez, mais ce n'est pas évident. Et je peux vous dire que quand je pose la question dans les cabinets comptables, il y a souvent des erreurs par rapport à ça. Allez, je vends un logiciel. Alors... voilà, c'est un peu l'idée. Donc ça veut dire si c'est un bien, il y a une exigibilité de TVA qui est au débit, et si c'est un service, c'est à l'encaissement. Quand je vois des Français, donc ça peut être embêtant. Et en fait, un logiciel, vous ne vendez jamais, vous achetez pas, vous n'êtes jamais propriétaire. Voilà, c'est une licence, c'est des droits d'utilisation. Quand vous êtes éditeur, vous allez vendre des droits d'utilisation, mais quand plus sûrement vous les achetez. Quand vous achetez le pack office, vous avez le droit d'utiliser, quoi. Mais ce n'est pas à vous. Quelle est la différence entre un bien et un service? C'est le transfert de propriété. Et je crois que vous ne serez jamais propriétaire de votre Word, je crois. Ouais. Ouais, voilà. Donc, donc il peut se poser des questions on peut se poser des questions dans les logiciels, et les règles de TVA à l'international également, qui ne seront pas les mêmes. Et selon ce que je dise, c'est un bien ou un service, tout ça va décliner. Alors la TVA, alors moi ça fait une quinzaine d'années que je la pratique, parce que ça fait 15 ans que je suis chez ma thèse, et je vis, mon boulot, voilà, hein, c'est d'auditer les entreprises sur la TVA, former sur la TVA, et du coup pour moi c'est plutôt simple, mais c'est une logique, il faut chaque fois qualifier l'opération, et trouver les réponses qui déclinent. Alors c'est facile à dire, mais quand on gère une entreprise, on n'a pas le temps de faire tout ça. Quand il faut paramétrer les logiciels, il faut avoir confiance, et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est très compliqué pour les entreprises, des moyennes, même des très grosses, de paramétrer les logiciels pour qu'on arrive à avoir les bonnes réponses. Allez, c'était bien de commencer par de la géographie. Et la géographie, c'était vous parler de l'Europe. Et l'Europe, on est 28. Nous allons être 27 à la fin de l'année. Ça devient compliqué pour nous, pour moi, de parler du Brexit, même si j'ai prévu quelques slides pour en parler, parce que c'est essentiel. Et quand je dis c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, parce que c'est en pleine négociation, hein, c'est dans ce sens-là. Donc vous dire exactement ce qui va se passer. Alors ce qui va se passer, c'est que au lieu que ce soit quand je vends en B2B, hein, des livraisons intracom, si vous avez des distributeurs, on va considérer ça comme de l'exportation. Donc il y aura des documents de douane à récupérer pour exporter.
idem, quand j'achèterai, hein, au lieu que ce soit de l'acquisition intracommunautaire, ce sera de l'importation. Et donc de l'importation, et là, alors par contre, vous êtes peut-être concerné au premier chef, parce que de l'importation, et est-ce qu'il y aura accord ou pas? Et s'il n'y a pas accord, ce qui ne va pas être drôle, c'est qu'il risque d'avoir des droits de douane. Des contrôles également en douane. Donc là, ça ne va plus être pareil du tout, dans les délais de récupérer les produits, dans les coûts de revient. Donc voilà, ouais, je crois qu'ils sont en négociation, toujours. Il faut qu'ils soient... Et quand est-ce qu'on saura ça? Au mois de décembre? J'en sais rien du tout. Au mois de janvier? Aucune idée. Voilà. Donc nous, voilà. En tout cas, on suit ça de près. Donc attention... pardon. Attention... Oh, flûte. Au Royaume-Uni, si vous avez des clients dans les dom-tom, ce sont considérés comme des territoires d'exportation, donc c'est hors taxe, c'est comme si c'était les États-Unis. En revanche, Monaco fait partie du territoire fiscal français. Donc quand je vends à Monaco, je vends avec une TVA à 20%. Allez, ce que je vous propose, c'est d'aller dans les règles de TVA sur les biens et faire un petit peu d'historique. Avant 1993, la TVA était due en douane. Donc il y avait des transitaires quand j'achetais des marchandises. Mais comme aujourd'hui, ce que vous faites sans doute, hein, quand vous achetez aux États-Unis ou en Chine, il y a des transitaires qui sont là pour payer la TVA et les droits de douane. Après 1993, libre circulation des marchandises. Donc il a bien fallu mettre en place un système transitoire de TVA et qui est là, hein, qui nous dit que la taxation des biens se fait dans l'État membre d'arrivée. Ce qui veut dire que, alors dans une relation B2B, hein, dans une relation B2B, je vends hors taxe à des clients, à des distributeurs dans l'Union européenne, je vends hors taxe parce que la TVA sera due chez eux par un jeu d'écriture qu'on appelle une autoliquidation. Quand moi-même j'achèterai à des fournisseurs européens, de la même manière, quand j'achète à des Italiens, ils doivent me facturer hors taxe la marchandise, et moi, par un jeu d'écriture, la TVA est due en France, mais je la collecte et je la déduis le même mois. Donc en fait, je n'avance pas. Quelles sont dans la salle, là, plutôt les orientations? Vous faites plutôt des ventes B2B, B2C, les deux? Comment? Les deux? Les deux pour tout le monde. Donc il faut bien que j'ai ça en tête dans la présentation. U2, B2B uniquement. OK. UE, hors UE? Non, UE. UE, d'accord, UE. Ça marche. OK, donc voilà, depuis 1993, on est dans un système qui marche, mais qui génère des fraudes. Donc ils sont toujours à la recherche de modifier les choses, enfin pour lutter contre la fraude. Et il y a quelque chose dans les cartons, je vous en parlerai après, un peu plus tard, sans trop passer de temps, parce que la question c'est de savoir quand est-ce que ça va se passer. Mais on irait vers un régime définitif. Le Royaume-Uni, j'en ai parlé juste avant, mais les conséquences, s'il y a des droits de douane, des formalités douanières, hein, donc il y aura des... alors c'est pareil, j'oriente plutôt achat ou plutôt vente pour le Royaume-Uni? Donc vente B2B, B2C. OK. Donc, de toute façon, s'il n'y a pas d'accord, à l'inverse, hein, les droits de douane, les coûts de formalité douanière pour vos clients, il y en aura. Alors, j'ai prévu pour le B2C, j'ai une présentation un peu plus tard. Mais il y a une publication qui est sortie cette semaine, en revanche, du Royaume-Uni, des impôts du Royaume-Uni, et qui dit qu'il va falloir que vous possédiez en B2C des numéros de TVA, j'allais dire intracommunautaires, mais excusez-moi, c'est un abus de langage, mais il va falloir que je m'y fasse. Un numéro de TVA, tout court, anglais, pour pouvoir collecter et facturer la TVA à vos clients consommateurs et la reverser
à l'État anglais. Et ça, dès le 1er euro, il n'y aura pas de seuil, parce qu'on parlera, il y avait des seuils, mais là, il n'y en a plus maintenant, hein, c'est le Royaume-Uni, qui est hors de l'Union européenne. Alors, Mais si un produit part d'Asie ou des États-Unis en livraison directe, sans passer par la France, aujourd'hui il y a des plateformes qui ne passent pas par la France. oui, qui sont aujourd'hui ciblées par l'Europe pour imposer à ce que les vendeurs asiatiques, parce que si on parle de cela, par exemple, puissent, ce seraient les plateformes qui collecteraient la TVA européenne. Alors après, les Anglais, c'est encore d'autres... Aujourd'hui, c'est ça le sujet. S'il y a une entreprise qui achète un produit en Asie aux États-Unis, qui le prend dans ses filiales ici ou dans sa structure et qui après qui le revend en UK, par exemple. Oui, mais qui ne fait pas partie de l'Europe, donc on est dans une particularité là encore. Et la plateforme Alibaba, il paye pas sur la TVA. mais pas du tout. Mais pas du tout, c'est le dropshipping. Alors le dropshipping, il n'y en a quasiment pas qui payent la TVA. Mais ils sont ciblés hein, aujourd'hui. Hein. Il y a les réformes e-commerce B2C alors, en 2021 qui prend un peu de retard, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, moi j'ai formé un cabinet comptable à consonance asiatique, c'était des Asiatiques. Et pourquoi? Ils étaient tous asiatiques, ils devaient tous parler chinois pour être justement, pour expliquer aux vendeurs, aux fabricants asiatiques les règles européennes. Et ils nous disaient que c'était des millions de colis qui partent tous les jours, qui arrivent tous les jours, en tout cas à Roissy. À Roissy, sous colis, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et les valeurs surtout, mais il n'y a pas de TVA. Et c'est des pertes énormes pour l'Europe. Parce qu'on parle de la France, mais non, parlons Europe là. Hein. Ils sont ciblés. Donc, vous vendez en B2C au Royaume-Uni. L'idée pour vous, pour simplifier la vie de vos clients, c'est peut-être de faire un stockage au Royaume-Uni et pouvoir vendre à vos clients parce que vous aurez déjà payé. L'idée, c'est quoi? C'est que, alors, la France, vous vendez au Royaume-Uni, donc ça c'est le Royaume-Uni, hein, GB. Hop, il y aurait une douane. Et il y aurait, selon les montants, hein, des droits de douane et une TVA, bien sûr. Les droits de douane, je ne sais pas trop, parce que ça dépend des accords. Mais l'idée, c'est que vous envoyez directement là, c'est vous qui payez les droits de douane et la TVA, donc transparent pour vos clients consommateurs finaux. Et puis après, on revient au dessin et on vend à vos clients B2C et sans qu'ils aient rien vu, pas trop vu la couleur, quoi. Ça peut être une des solutions. Je sais que voilà, moi je travaille déjà avec des entreprises qui... C'est pas une filiale, c'est juste une représentation fiscale. C'est un numéro de TVA, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune structure, il n'y a rien du tout. Et on travaille avec des logisticiens qui ont l'habitude, mais ça on peut le faire de partout en Europe. Alors le Royaume-Uni a une particularité parce que ce ne sera plus l'Europe, mais on peut le faire de partout, ça. Et ça permet de livrer le plus vite, et parce qu'on ne sait pas, on sait pas combien de temps il va se passer là entre. Il va falloir dédouaner de l'autre côté, contrôler les colis. C'est tout la chose où moi j'ai un peu, ou dans l'autre sens aussi, hein, j'ai un peu de mal à vous parler parce que c'est tout le débat entre l'Europe aujourd'hui et le gouvernement britannique. C'est pas du stock du whisky écossais au mois de décembre. Sans doute, ouais. Sans doute, il coûtera sans doute un peu moins cher aussi. Hein. Allez, 2020, alors dans l'idée de la lutte contre la fraude à la TVA, ils ont mis en place ce qu'on appelle, l'Europe, hein, les quick fixes, et ce sont des directives européennes. Donc c'est des choses qui s'appliquent dans toute l'Europe et qui ont pour but d'essayer de lutter contre la fraude à la TVA, donc ils renforcent certains points qu'on va développer
pour l'exonération des livraisons intracom, hein. Une livraison intracom, il n'y a pas de TVA, et pourquoi? Et on va voir ça. Les preuves de transport, qui sont extrêmement importantes aussi. Et après, les contrats dépôt, je ne vous embête pas avec ça, ni les ventes en chaîne. L'idée, il existe depuis 1993 les déclarations d'échange de biens qui servent à deux choses, les statistiques du commerce extérieur et la lutte contre la fraude à la TVA. Je vous expliquerai dans quelques temps. En relation B2B, dès l'instant où nous vendons à des clients dans l'Union européenne, on doit faire une déclaration d'échange de biens dès le premier euro. Alors, à quoi ça sert ce truc? Dès l'instant où j'ai vendu hors taxe pour 10 euros quelque chose, ça veut dire que la TVA, à 10 euros à un distributeur italien, ça veut dire que l'Italien doit déclarer la TVA dans son pays pour 10 euros. Et bien moi, on va demander de le fliquer et d'informer le fisc italien qu'il doit payer la TVA pour 10 euros. C'est ce qu'on appelle une déclaration d'échange de biens. Elle est obligatoire dès le premier euro. Voilà, donc une déclaration d'échange de biens, c'est de dire, en gros, combien j'ai vendu et à qui. Alors ça, c'est entre 0 et 460 000 euros. C'est comme ça que je dois faire. Et au-delà de 460 000 euros, j'ai toutes les colonnes à remplir. Alors, c'est pas très drôle. Ouais, mais je vous le souhaite. Je vous souhaite que vous n'en ayez pas là à faire. Ça voudrait dire que vous vendez pour plus de 460 000 euros dans l'Union européenne. Alors, ouais, c'est rébarbatif. Nous, moi, j'ai une trentaine de personnes à Nice qui font des DEB tous les mois et qui servent aux statistiques. Alors, moi, j'ai une question. Quel est le lien informatique au niveau du contrôle entre la DEB et la déclaration de TVA? Est-ce que parce que mine de rien, c'est comme ça qu'on prend dessus. Évidemment, je vais vous montrer, parce que j'ai ce qu'il faut pour vous montrer ça. Je vais vous le montrer. Alors, ça sert aux statistiques. C'est-à-dire, il faut comprendre que la France est un État membre, parce qu'on a tout ça à faire en Europe. Hein. On est une entreprise, on a besoin de connaître ses ventes de l'année, mensuelle ou de l'année. Eh ben, je prends la déclaration, la DEB française, et j'ai toutes mes valeurs, et j'ai mon chiffre d'affaires de la France vers l'Union européenne. Si je la compare avec mes achats, ben j'ai ma balance commerciale. Donc tous mes achats intracommunautaires, les entreprises doivent faire ça aussi. Alors à partir de 460 000 euros, mais je ne rentre pas dans ce niveau de détail. Tous les mois. Une fois par mois. Ouais, tous les mois. Alors à l'achat, alors je précise quand même, puisque je ne veux pas faire peur dans l'assistance, à l'achat, c'est à partir de 460 000 euros d'achat intracommunautaire. En dessous, je n'ai rien à faire. Au-delà de 460 000 euros, ben, je dois dire ce que j'achète, à qui, etc., etc. Parce que ça permet après de dire quel est le meilleur fournisseur de la France. Quel est le premier client de la France dans l'Union européenne? Ben, on sait que c'est l'Allemagne. Qu'est-ce que je vends aux Allemands? J'aurai les nomenclatures. Alors, ce qui n'est pas drôle, pour ceux qui connaissent les nomenclatures douanières, mais alors après, ce n'est pas du 8 chiffres, c'est des statistiques. C'est sûr que je pourrais dire la combinaison, enfin, je sais pas, ou le bonnet en laine, voilà, ok, ou en je sais pas quoi. Mais ce serait plutôt matière textile ou matière pour sport d'hiver. Enfin, ils arrivent à, vous voyez, c'est les 4 premiers numéros et pas les 8. Voilà. L'achat, c'est 460 000 euros, mais 460 000 euros dans l'Union européenne? Oui. Parce qu'une fois qu'on a passé 460 000, Ouais. tous les achats, genre Amazon, etc., où ils nous font 4 factures, dont une sur FR, une avec un numéro TVA italien, une avec un numéro polonais, une avec un numéro anglais. Vous parlez en tant que consommatrice, là, ou en tant qu'entreprise? Donc vous achetez, l'entreprise achète à Amazon Italie. Est-ce que vous avez donné déjà votre numéro quand vous commandez sur Amazon? Est-ce que vous avez commandé en tant qu'entreprise? Est-ce que vous avez mis le numéro FR, votre numéro FR? Parce que si vous commandez, parce que vous avez besoin d'un truc, je ne sais pas quoi, peu importe, vous allez vous prendre de la TVA italienne ou allemande, et là, il ne faut pas normalement. Sur FR, mais c'est quand on télécharge les factures au moment des rentrées à un compta, je me retrouve des fois avec 4 factures différentes. Ouais, parce que c'est. 4 numéros TVA différents. Alors, si on a le temps d'en parler, j'en parlerai. Mais est-ce que c'est des choses qui rentrent dans la Parce que votre fournisseur,
vos différents fournisseurs, ils ont plusieurs stocks. Et du stock italien, c'est un numéro de TVA italien qui vous facture. D'un stock allemand, c'est un numéro de TVA allemand qui vous facture. Évidemment, c'est une acquisition intracommunautaire. Évidemment. Et pour être sûr que vous le fassiez, quel est le boulot du numéro de TVA allemand ou italien du vendeur Amazon? C'est de faire des DEB sur votre numéro FR. Il faut comprendre que tout est matché. Hein. Quand vous achetez à un Italien, mais quel qu'il soit, un vendeur Amazon, peu importe, un fournisseur, l'Italien doit, dès le premier euro, faire l'équivalent d'une DEB de son côté, sur vous, pour 1000 euros. Donc l'Italien vous flique sur 1000 euros, vous, ça tombe bien, entre guillemets, vous devez faire une DEB à l'intro pour 1000 euros, c'est matché, et ça va pointer directement sur votre déclaration de TVA. Alors pourquoi on dit qu'en dessous de 460 000 à l'achat, Ouais, mais oui, mais la déclaration de TVA, elle est obligatoire. Enfin, pour 10 euros, elle y va, quoi. Je vais vous montrer après. Je vous montrerai après le lien d'EPCA3. Ce que je voulais dire, c'est que depuis janvier 2020, une entreprise qui vend dans l'Union européenne doit faire obligatoirement une DEB à l'expédition, en relation B2B, doit faire une DEB sur le numéro de TVA du client. Tout ça pour le fliquer auprès de son administration. Si ce n'est pas fait, un contrôleur, un vérificateur pourrait refuser l'exonération. Alors, je suis bien placé pour voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas de DEB, parce que quand il y a des contrôles, ils viennent vers nous et nous, on refait tout, comme si ça avait toujours été fait. Mais là, la conséquence, c'est qu'une amende douanière, c'est 750 € par DEB non faite. Donc, si pendant 12 mois, je n'ai pas fait de DEB, c'est 750 x 12. Alors après, les douaniers ils sont conciliants et je dois avouer qu'ils vont en mettre qu'une seule sur les 12 mois. L'idée, ce n'est pas de vous plomber et d'essayer de vous dire faites-le. En revanche, là par contre, directive européenne janvier 2020, la directive dit tu n'as pas fait tes DEB, alors le vérificateur pourrait refuser l'exonération. Donc là, vous prenez 20%. Pour vous forcer à fliquer vos clients. Donc, je vends dans l'Union européenne à un numéro de TVA européen, je fais une DEB. Ensuite, la deuxième obligation, directive européenne, je vais aller vérifier tous les numéros de TVA intracommunautaires que vos clients vous donnent. Parce que, pareil, en relation B2B, vous émettez une facture. La première des choses que vous demandez, normalement, c'est file-moi ton numéro de TVA intracommunautaire. Donc votre client allemand, italien, espagnol, peu importe, vous le donne. La question, est-ce que c'est le bon? Est-ce que celui qui vous donne, il est à lui? Parce que s'il veut frauder, il suffit qu'il donne le numéro de TVA à son boulanger espagnol, vous ne vous rendez pas compte. Et du coup, vous faites une DEB sur le numéro de TVA d'un client qui n'est pas le vôtre. Et comme ça, vous ne pouvez pas fliquer. C'est pour ça, en fait, l'idée, je flique le redevable de la TVA par un bon numéro de TVA, donc un bon client, et pour ça, je dois faire une DEB. Et une DES, quand je vends des services, tant qu'à faire, je vais parler des services aussi en même temps, pour ceux qui vendent des services à des clients européens, Darine, je pense à toi, parce que tu dois peut-être vendre aussi à des clients européens assujettis, donc qui ont des numéros de TVA. On vérifie les numéros de TVA intracommunautaires, parce que je vais devoir faire des déclarations européennes de services. J'ai vendu 1 000 € hors taxe à un client, une prestation de service, je dois faire une DES pour le fliquer. Donc, vous avez un site pour aller vérifier les numéros de TVA qui s'appelle VIES. C'est le site officiel de l'Europe. Moteur de recherche, vous tapez VIES et vous tombez sur... donc nous, on a donné, je suis allé vérifier, j'ai maté ce conseil formation et vous voyez que le numéro de TVA, c'est le nôtre. Nous avons la date de la vérification, donc c'est extrêmement important, le nom et l'adresse. Et comme ça, je suis sûr que quand j'ai vendu hors taxe à un client, c'est le bon et que ce n'est pas une erreur, voilà, donc c'est très important.
Voilà, donc numéro d'identification de TVA de l'acquéreur. Dès l'instant où je vends hors taxe, je les vérifie. Alors, ils font des contrôles croisés. Pour répondre à votre question, c'est simple. Quand je fais des DEB à l'expédition, donc je vends, ils vont mettre en comparaison avec les montants de la DEB avec la CA3, la déclaration de TVA, parce que dans la déclaration de TVA, vous avez une ligne livraison intracommunautaire. Et toutes ces informations partent à la base de regroupement des États membres, c'est-à-dire Bruxelles, qui va les dispatcher dans tous les fiscs à tous les fiscs de vos clients, pour aller voir si les clients ont bien fait leur boulot. Idem, cette fois-ci, à l'achat. Les fournisseurs européens doivent tous faire, alors des DEB, on appelle ça plutôt des intrastats dans les autres États membres, qui vont pointer sur la déclaration de TVA et la DEB à l'intro. Alors je peux vous montrer. L'idée, voilà, ils ont des logiciels, ça c'est un imprimé écran d'un logiciel d'un douanier, et ils vont, alors il y a un vendeur français là, et il a tout ce qu'il a vendu, et il télécharge tout ça dans Excel, et il regarde. Alors, je vais vous montrer quelque chose, parce que moi j'ai récupéré un dossier tableur Excel, un vrai dossier de contrôle fiscal, et je vais vous montrer ça. Hop, c'est celui-là. Hop, voilà, et voilà ce qu'ils font. Donc, une entreprise qui dépasse 460 000 € à l'introduction doit faire ses DEB. Bon. La déclaration de TVA, la ligne acquisition intracommunautaire, et la BREP, c'est la base de recoupement des États membres. Bon, pour traduire tout ça, j'ai acheté 1 000 € à un Italien, mais 1 000 € doivent être ici. Sur la déclaration de TVA, il y a une ligne acquisition intracommunautaire, 1 000 €. Et les Italiens m'ont fliqué et en disant qu'ils m'ont vendu pour 1 000 €. Donc là, ils font des comparaisons par trimestre, hop, et par année. Et ils regardent par année et les différences en valeur absolue et en pourcentage. Et là, ils voient s'il y a des écarts et si les écarts sont importants ou pas. Ne me posez pas la question à partir de quel moment ils feront des contrôles fiscaux. Et moi, ça a des choses qui me choquent. Il faut expliquer lors d'un contrôle fiscal, et de toute façon, c'est ce qu'ils avaient. Pourquoi alors, il y a trop de lignes, du coup, je me paume. Pourquoi en 2008, mais peu importe les montants et les années, hein, mais je dis acheter pour 23 millions d'euros, alors que tous les vendeurs européens dans l'Union européenne disent me vendre pour 20 millions. Donc, il y a un écart de 3 millions qui fait 12%. Il y a des problèmes. Et donc, du coup, ça va générer un contrôle fiscal. Donc, les liens DEB-CA3, pour répondre à votre question, ça marche super bien. Et la DEB prend toute son ampleur au 1er janvier 2020, parce qu'ils obligent à l'échelle de l'Europe un vendeur dans un pays A de fliquer l'acheteur dans un pays B. Parce que ce que je viens de vous dire, la DEB dès le 1er euro, c'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, je te refuse l'exonération. Les Bulgares le font, comme les Allemands, comme les Italiens, comme les Polonais. Donc quand vous achetez, il faut bien respecter ma DEB intro et mes montants d'acquisition intracom et d'autoliquidation. Et à la vente, c'est très simple aussi. Hein. Une entreprise qui vend dans l'Union européenne, elle doit faire obligatoirement des DEB dès le 1er euro et en lien avec la déclaration de TVA. Alors après, ce qu'ils savent, ils savent plein de choses, et je vais vous montrer. Et ils vont faire les liens directs qui vont pointer directement, cette fois-ci maintenant, sur la déclaration de TVA. Un Autrichien qui a vendu à un Français pour tel montant. Ça va pointer directement sur la déclaration de TVA. Ça marche super bien. C'est le seul outil pour lutter contre la fraude à la TVA. Voilà, donc la déclaration de TVA brièvement, sauf s'il y a des comptables dans la salle. Bon, je suppose que vous l'êtes du coup un peu, non Non, mais le moyen de flicage, quand vous achetez 1 000 € à un Italien, lui, il en fait une de DEB et ça va pointer directement sur ce montant-là. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils font les contrôles. Quand j'ai acheté un service à un Italien, il est obligé de faire une DES, une déclaration européenne de service, hein, et ça va pointer directement
sur cette ligne achat de prestations de services intracommunautaires. Donc pour peu que je me sois presque trompé de ligne, pour peu qu'un vendeur de machines-outils allemand se trompe de numéro de TVA intracommunautaire et va dire qu'il a vendu à moi en entreprise pour 3 millions d'euros d'une chaîne de production, de ce que vous voulez. Je peux vous assurer que vous avez un contrôle fiscal qui arrivera, ou un courrier. Mais oui, mais en 3 secondes, vous expliquez par courrier parce qu'ils vont vous demander des explications. Pour eux, un Allemand dit vous vendre pour 3 millions d'euros. Et vous n'aurez rien en face. Donc c'est vrai que des erreurs de contrôle, de numéro de TVA peuvent diligenter des suppléments de questions, parce qu'ils veulent voir pourquoi ça ne matche pas. C'est dès l'instant que ça ne matche pas qu'il va y avoir des soucis. Bon voilà, après, on ne va pas décliner tout ça, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Bon, l'ADES, c'était pour vous parler des services aussi. Donc pour les services, l'ADES, elle est obligatoire dès le 1er euro. Vous avez des questions sur les DEB et les DES? C'était B2B. Oui. On y arrive. Alors, vente B2B encore. Il est obligatoire quand je vends hors taxe à un client européen, il est obligatoire, de mettre le numéro de TVA, votre numéro de TVA et faire quelque chose, le numéro de TVA du client, qu'on aura préalablement vérifié, et on peut prouver qu'on l'a vérifié, on imprimera la feuille comme quoi on a vérifié tel numéro de TVA, et on devra obligatoirement faire référence à l'article de loi du CGI ou la directive européenne qui dit qu'on peut facturer hors taxe. Il est hors de question que vous facturiez hors taxe à un client en B2B sans avoir fait référence à un article de loi qui dit que vous pouvez le faire. Donc en général, une livraison intracommunautaire, c'est exonération article 262, terre 1 du CGI, par exemple. Voilà. Cette mention-là est importante pour les livraisons intracommunautaires. Mais sur la facture? Oui. Si ce n'est pas fait, on s'expose à une amende de 15 € par erreur, par mention manquante, quoi. Ou par mention manquante. Donc, du coup, et vous pouvez être repris sur 3 ans, plus l'année en cours. J'ai un record personnel en la matière d'une entreprise qui s'est pris plus de 100 000 € d'amende pour ça. Pour ça. Bon, c'est une entreprise qui avait les moyens, etc. Le contrôle fiscal ne donnait pas grand-chose, donc il fallait absolument les aligner, et il y avait ça. Donc je vends hors taxe à un client européen en B2B, je mets la mention d'exonération. L'histoire de la vérification de la TVA, on est censé imprimer ou sauvegarder à chaque fois qu'on a vérifié? Alors, oui, pour les nouveaux clients, ça va être une habitude à prendre pour les nouveaux clients. Mais pas systématiquement, bah non, parce qu'il n'y a aucune raison que le mois prochain, mon client est... Bah non, un nouveau client. Bah moi, je pense que le nouveau client, je crée le fiche client. Fiche client passe par la case numéro de TVA intracommunautaire et en même temps, je vais sur VIES, j'imprime en PDF et je le mets sur les serveurs. Quelque part, j'allais même dire, ce qu'il faudrait faire, c'est que toute votre base client active européenne, il faudrait vérifier. Oui, certains ERP qui sont liés aussi directement, qui le vérifient. Ou mais qui vérifie qu'il est valide, qui ne vérifiera pas forcément qu'il appartient bien voilà, c'est ça. C'est pour ça que, enfin voilà, un numéro qui existera, tout passera. Bon, bah, l'idée est de faire des contrôles réguliers sur les DEB, les DES et les déclarations de TVA. Allez, en pratique, livraison intracommunautaire exonérée. Je vends à un client espagnol, je valide le numéro de TVA, je fais une DEB dès le 1er euro, je prouve la sortie du territoire et je mets ma mention d'exonération, article 262, terre 1 du CGI. Alors, il faut qu'on s'intéresse maintenant aux preuves de transport. Parce que la définition d'une livraison intracommunautaire, c'est
j'ai validé un numéro de TVA intracom et la marchandise part de France pour aller dans un État membre. Encore faut-il que le marchandise soit sorti. Et lors d'un contrôle fiscal, ils vont s'intéresser à quoi? Aux preuves de sortie que vous allez pouvoir leur transmettre. Donc il y a deux possibilités, soit le vendeur transporte la marchandise, soit c'est l'acheteur. Et si le vendeur organise le transport, il va devoir fournir deux preuves. Alors c'est imbuvable, je m'en excuse d'avance, mais c'est exactement ce qui est écrit sur la directive européenne. Et soit deux preuves ici, soit une et une. Deux preuves ici, ou une là, plus une là. Alors quand je vends dans l'Union européenne et que je paye le transport, j'aurai sans mal le document de transport qu'on appelle la CMR. C'est la lettre de voiture, la CMR. Hein. Je l'aurai. J'aurai également la facture de transport correspondante. Mais là, j'ai un petit souci, c'est qu'il faut deux sources indépendantes. Et si j'ai la CMR émise par mon transporteur et la facture du transporteur, bah, les deux preuves ne sont pas indépendantes. Donc, je suis obligé de prendre la preuve de paiement. La preuve de paiement de mon client. Et là, ce sera bon. J'ai une CMR plus la preuve de paiement. Puisque les autres choses, je n'ose même pas vous les décrire, mais c'était, pour la petite anecdote, des documents officiels délivrés par une autorité publique telle qu'un notaire. Vous imaginez, vous vendez dans l'Union européenne et vous demandez à un notaire espagnol de valider comme quoi la marchandise est arrivée en Espagne. Ça, je ne comprends même pas pourquoi ils écrivent des choses pareilles, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Voilà. Moi, vous payez le transport, vous avez la CMR. Alors la CMR qui doit être signée par les trois parties, hein, le vendeur, le transporteur et le client final. Alors, ça fait une révolution, ça. Hein. Ça fait beaucoup de travail en plus dans les entreprises, hein, beaucoup de travail. Hein. Et des industriels qui ont des centaines de facteurs par mois, ils sont désespérés de choses comme ça, hein, parce que c'est beaucoup de travail de suivi. Et quand c'est l'acheteur qui vient chercher la marchandise, c'est les slides précédentes, donc il faut les deux preuves, plus un accusé de réception des biens. Donc vous pourrez... Est-ce que vous avez déjà vu peut-être quand vous achetez, depuis le début de l'année, vos vendeurs, vos fournisseurs ne vous font pas signer des choses que vous ne faisaient pas signer avant? Des accusés de réception, comme quoi vous avez bien reçu la marchandise?